Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une source vraiment particulière. C'est la maquette d'un livre qui doit sortir en décembre 2025. Ça s'appelle L'amour ne meurt jamais, de Raymond Mialon, préfacé par Nicole Rieu. C'est un recueil d'histoires, de poèmes, sur un sujet qu'on a tendance à mettre un peu sous le tapis. L'amour chez les personnes âgées. Ah oui, et c'est un sujet d'une pertinence folle, surtout aujourd'hui. C'est ça. Et ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment ce texte vient un peu dynamiter l'image qu'on se fait de la vieillesse. Totalement. Ce n'est pas du tout un livre sur la fin de vie. Au contraire. C'est un livre sur une autre manière de vivre, et peut-être sur une forme d'amour plus essentielle, quoi. Bah oui, parce que l'auteur le dit très bien. Notre société est malade de sa jeunesse. Elle a peur de ses vieux, elle les cache, elle les infantilise. Oui, Et ce livre, c'est un contre-pied total. Il nous parle d'un amour qui n'a plus rien à prouver. La préface de Nicole Rie est très belle d'ailleurs. Elle parle de vandailles, de battements de cœur couchés sur du papier. C'est exactement ça. c'est une image magnifique. Alors, pour explorer ça, on va peut-être d'abord s'arrêter sur la philosophie du livre. Cette idée d'amour épuré, comme il l'appelle. Oui. Et ensuite, on verra comment ça prend vie à travers 3 histoires qui sont franchement assez bouleversantes. Hmm. Si on rentre dans le vif du sujet avec le prologue, il y défend une idée forte. L'amour des personnes âgées, ce n'est pas un amour au rabais. Ce n'est pas ce qui reste. Non. Il utilise des métaphores superbes. Il parle d'un fruit mûr, d'un vin lent. Et il y a cette phrase qui m'a vraiment marqué. Ce n'est pas une fin de vie qu'ils vivent, c'est une fin de solitude. Cette phrase fin de solitude, elle est fondamentale. Ah oui, Ça déplace complètement le problème. L'enjeu, ce n'est plus le déclin, c'est la reconnexion. On sort de la tragédie pour entrer dans quelque chose de l'ordre de la grâce. exactement. Et en même temps, il pointe un paradoxe qui met très mal à l'aise. Lequel? Notre gêne. On est gêné quand on voit 2 personnes de 80 ans se tenir la main. On trouve ça mignon, au mieux. Ou dérangeant au pire. Voilà. Et le livre a cette formule choc. On croit que le corps vieux est un corps éteint, mais il est plein de mémoire. C'est ça. Et cette gêne, en fait, elle en dit plus sur nous que sur eux. Oui, c'est vrai. Elle révèle notre propre angoisse, notre société obsédée par la performance, y compris amoureuse. Et l'auteur, justement, il dépouille l'amour de cette notion de performance. Aimer, dans ce livre, ce n'est plus un acte de séduction. C'est un état de présence. La définition qu'il donne est presque provocante de simplicité. Aimer, c'est accepter de s'asseoir face à quelqu'un et ne pas bouger. C'est presque un acte de résistance aujourd'hui. Ah, complètement. C'est anti-moderne. Totalement. On n'est plus là pour plaire, pour construire. On est juste là. D'ailleurs, le texte cite quelques références, hein. On pense à Marquez L'amour au temps du choléra, oui. ou Kentarouf avec Nos âmes la nuit. Mais la vraie question que le livre pose, c'est pourquoi ce thème reste si marginal? Pourquoi on a si peu de récits sur cet amour-là? C'est une vraie question. Et pour y voir plus clair, rien de tel que les histoires. Hmm. Celle de Simone et Georges, à la résidence Les Mimosas, elle est emblématique de ça. C'est la plus silencieuse. D'accord. On a Simone, veuve, murée dans le silence, elle tricote pour personne. Et Georges, le nouveau, discret, avec son regard bleu-gris qui ne regardait jamais longtemps. Et leur lien naît de ça, de ce silence partagé. Oui, Ce n'est pas un silence vide, un manque de communication. Le texte dit qu'il est habité. C'est un langage en soi. c'est leur premier langage. Oui, le langage de deux personnes qui ont traversé tellement de tumultes dans leur vie, qu'elles n'ont plus besoin de se raconter pour se reconnaître. Et leur amour, si on peut l'appeler comme ça, il ne passe que par des tout petits gestes. C'est-à-dire? Le chocolat que Simone laisse sur la chaise de Georges, chaque après-midi. Et le petit sachet de lavande qu'il dépose en retour. C'est tout. Pas un mot. Derrière? Non, c'est pas de la séduction. Non, c'est juste un je te vois, je pense à toi. Ça se suffit à soi-même. C'est une économie du don, complètement à l'opposé de nos logiques habituelles. Le point de bascule, c'est l'absence. Un matin, la chaise de Georges est vide. Hôpital. Ah. Et pour Simone, le texte décrit ça comme le retour du vide. Un vide qu'elle pensait maîtriser, mais qui revient en force. Et quand il revient... Quand il revient, une semaine plus tard, leur échange tient en 2 phrases. Il lui dit « J'ai cru que je n'allais pas revenir » Mm. et elle répond simplement « Moi aussi ».
C'est d'une intensité incroyable. Le moi aussi, ça ne veut pas dire moi aussi, j'ai cru mourir. Ça veut dire moi aussi, j'ai cru que vous n'alliez pas revenir. Oui, exactement. Et dans ces deux mots, il y a tout. La peur, l'attachement qui s'est noué sans qu'ils se l'avouent. C'est la peur de la perte qui rend leur amour réel. Et la conclusion de l'auteur est terrible. Ils s'étaient manqués. Et cela, à leur âge, valait toutes les promesses. Parce qu'il n'y en a plus d'autres de promesses. Il n'y a que le présent. C'est ça. La dynamique est très différente dans l'histoire suivante. Celle de Marguerite et Jacques. Là, c'est des retrouvailles 40 ans après un divorce. Ah, d'accord. Tout commence dans un club de lecture. Le ton est tout de suite plus piquant. Il l'aborde d'un air moqueur, toujours aussi ronchonne à ce que je vois. Et elle, du tac au tac. Jacques, eh bien, il fallait Sagan pour te ramener. On sent tout de suite le poids du passé. Une complicité qui a survécu, oui. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne cherche pas à effacer ses 40 ans. Au contraire, au café, Jacques a cette phrase d'une lucidité désarmante. Qui est food. On voulait l'amour parfait, pas l'amour possible. Maintenant, je me contenterai volontiers d'un amour imparfait. C'est une leçon de vie qui dépasse leur histoire, non? Ah, complètement. C'est la grande tragédie de beaucoup de premiers amours, cette quête de l'absolu qui finit par tout brouiller. Et là, ce que Jacques exprime, c'est l'abandon de l'idéal au profit du réel. C'est une forme de sagesse. Et pourtant, Marguerite, elle a peur. Elle craint un remake. Ben oui, c'est le risque. Rejouer la même partition. Est-ce que ce n'est pas un risque réel? Bien sûr. Sauf que ce ne sont plus les mêmes musiciens. Ils ont 40 ans de vie, de deuil, d'autres amours dans les doigts. La partition est peut-être la même, mais l'interprétation elle est radicalement différente. Moins virtueuse peut-être, mais tellement plus profonde. Et encore une fois, c'est une crise qui vient tout révéler. Jacques fait une mauvaise chute, il est hospitalisé. Et c'est là, dans la peur de le perdre une deuxième fois, que Marguerite comprend. Quand il rentre, il lui fait cette déclaration, qui n'a rien à voir avec leur jeunesse. « Je crois que je t'aime, Marguerite. » Pas avec les mots d'avant, avec ceux qu'on apprend quand il ne reste plus que l'essentiel. C'est une phrase qui vous arrête ça. On sent tout le poids d'une vie. L'essentiel, ce n'est plus la passion, les projets. Non, L'essentiel, c'est le soin, la tendresse, la compagnie. C'est un pacte qui n'est plus basé sur l'illusion, mais sur la vérité de ce qu'ils sont devenus. la dernière histoire est encore différente, peut-être la plus audacieuse. Ah, Suzy et Louise, 2 femmes. Elles se retrouvent colocataires de chambre en EHPD. Et on ne pourrait pas imaginer plus opposés. d'accord. Suzy, c'est l'ouragan avec des talons en velours. Rouge à lèvres fuchsia, une énergie folle. Et Louise, c'est la discrétion même. Un poème qu'on n'a pas encore osé lire. Et j'imagine que ça ne commence pas très bien. Non, ça commence par de l'agacement, de l'incompréhension. C'est très réaliste. L'amour ne tombe pas du ciel, c'est sûr. Le vrai tournant, c'est un jour, dans la salle commune. Une autre résidente critique Suzy pour son maquillage. Et là, Louise, la timide, se lève et lance. Elle a plus de vie sur les lèvres que vous dans toute la tête. Waouh! C'est un geste de protection totalement inattendu. Et ça change tout? Ce qui est puissant, c'est que Louise ne défend pas que Suzy. Elle s'affirme elle-même. Elle sort de son rôle de poème pas encore lu. Et leur relation va se tisser à partir de là, sur leur vulnérabilité. L'auteur dit que leurs douleurs sont devenues des ponts. C'est une vision très poétique. Mais est-ce que ce n'est pas un peu idéalisé? La douleur peut aussi isoler. Absolument. Et c'est là qu'on voit que c'est un choix philosophique fort de l'auteur. Il aurait pu décrire 2 solitudes. Il choisit de montrer la vulnérabilité comme le point d'entrée d'une vraie connexion. C'est un parti pris, c'est certain, mais c'est ce qui donne sa force au récit. Leur amour se construit sur le soin mutuel. Il y a cette scène incroyable. Suzy met une chanson de Dalida. Elles se mettent à danser seules. Elle invite Louise. Elles dansent. Maladroitement, leurs fronts se frôlent. Le texte dit que Louise ressent un apaisement. Et plus tard, Suzy lui demande, cash, « T'as déjà aimé une femme ?» Et la réponse de Louise, elle est sublime d'universalité. Qui est? « J'ai déjà aimé quelqu'un qui m'a fait du bien. Cette réponse, elle fait voler en éclats toutes les étiquettes. » Oui, L'amour n'est plus une question de genre, d'âge. Il est ramené à sa définition la plus fondamentale, le bien qu'il nous procure, le refuge. et c'est ce qui amène leur pacte final. Quand Suzy angoisse, Louise lui dit simplement « Alors reste, tant qu'on peut. » Et un peu après, C'est peut-être la plus belle définition de l'engagement. en résumé, à travers ces histoires, on explore un amour qui est présence, reconnaissance, courage.
Le livre les présente presque comme un manifeste, comme des vérités possibles que notre société refuse de voir. Exactement. Le livre boucle la boucle. L'amour des derniers jours est peut-être le plus pur, justement parce qu'il est débarrassé de l'ego, du désir de possession. Il ne veut plus conquérir. Il veut simplement rester. Voilà. C'est un amour qui a fait la paix avec le temps, et donc avec lui-même. L'épilogue, d'ailleurs, c'est un appel très direct. L'auteur écrit Alors, à vous qui refermez ce livre, ne passez plus devant une vieille dame sans la regarder. Offrez un bonjour, une présence, un regard, car parfois, ce que vous donnez devient ce qui sauve. c'est simple, mais ça prend une autre dimension après ces histoires. Oui, et ça nous amène à la pensée finale que ce livre nous laisse. Une question qui nous est renvoyée à tous en fait, quel que soit notre âge. Hmm. Le livre nous demande de voir l'amour là où on a désappris à le chercher. Et si le véritable test de notre capacité à aimer, ce n'était pas la passion des débuts, mais la réponse intime à cette question de l'auteur. Pour qui serais-tu prêt à t'asseoir chaque matin, à la même heure, sans rien attendre? C'est une question vertigineuse. Elle n'est pas que pour les personnes âgées, elle est pour nous, ici, maintenant. Oublions les grands gestes. Pour qui sommes-nous prêts à simplement nous asseoir en silence, sans rien attendre en retour? C'est peut-être, oui, c'est peut-être la mesure la plus honnête de notre capacité à aimer.